très rapidement, Almemos, qu'est-ce que c'est? C'est une association, pour reprendre ses statuts, qui vise à contribuer à l'élaboration, à la rédaction, à la diffusion du dictionnaire biographique du mouvement social de la période 1940-1968, qui vise également à encourager à développer des recherches scientifiques autour de l'histoire du monde ouvrier et du mouvement social en Alsace, et de fait de favoriser la conservation des documents et des archives les concernant. Et de manière plus générale, elle cherche à faciliter les initiatives qui concernent l'histoire sociale et politique de l'Alsace contemporaine. Donc en clair, c'est une association qui est véritablement à même de venir traiter la thématique à laquelle la conférence de ce soir est consacrée. Et c'est donc tout naturellement que l'Union des étudiants communistes de Strasbourg a fait appel à sa présidence. Ça fait aussi écho à une certaine symbolique, parce que je rappelle qu'il y a 3 mois, on a célébré les 70 ans de la libération de Strasbourg. Une libération qui s'est faite au terme de combats qui étaient particulièrement âpres et où les résistants communistes ou autres ont joué un certain rôle. Donc il s'agit aussi d'une certaine manière de rendre hommage à nos camarades et à l'ensemble des résistants qui ont parfois payé le prix de leur vie. J'en ai fini pour cette introduction brève et je laisse donc la parole à notre invité et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis en retard, mais je n'ai pas oublié mes papiers. Oui, je vais parler de la résistance ouvrière en Alsace, et seulement en Alsace. Je ne parlerai pas de la Moselle, qu'on associe en général à l'Alsace, parce que c'est un peu différent. Je voudrais dire aussi que la résistance en Alsace et la résistance des Alsaciens, ce sont 2 choses différentes, parce qu'il y a eu une résistance en Alsace, mais il y a eu aussi, après l'évacuation des Alsaciens dans divers départements de la France, une résistance des Alsaciens sur place. Donc c'est quelque chose de très compliqué qui a eu du mal à être perçu et à être compris. Et avec le temps aussi, beaucoup de choses se sont effacées. Les conditions de vie étaient différentes parce que l'Alsace, quand je dis l'Alsace, c'est le Bas-Rhin et le Rhin, à la différence des autres départements français, ont été annexés et surtout ont vécu la guerre pendant 4 ans encore. C'est-à-dire après 40, quand la guerre est finie, pour la France, elle est perdue, mais elle est finie. C'est pas du tout la même chose. En Alsace, ça va continuer, la période de guerre continue jusqu'à la défaite du nazisme. Ce sont donc des réalités quotidiennes qui sont très différentes. Cette persistance de la guerre pendant 4 ans, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut pas la perdre de vue. Je parlerai de la sortie de guerre, comment finalement l'histoire de cette résistance a été chaotique ou s'est mal faite. On en parle aujourd'hui plus aisément parce que d'abord le temps a passé, ce ne sont pas les mêmes générations. Moi qui vous parle, je n'ai pas connu cette époque. Et puis surtout, on a eu accès à des documents dont les résistants, dont ceux qui vivaient à cette époque, n'avaient pas connaissance et qui aujourd'hui lèvent bien des ambiguïtés qui ont plané et qui ont terni un peu l'image de la résistance ouvrière en Alsace. Alors, pourquoi la résistance ouvrière ou la résistance communiste, c'est pas la même chose. Mais il y a une originalité, et c'est ça que je vais traiter, c'est que cette résistance-là, elle compte parmi d'autres, il y a d'autres mouvements de résistance en Alsace qui sont parfois des choses bizarres comme les royalistes ou la cagoule, etc. Bon. Mais cette résistance ouvrière, elle se fait sur le lieu de travail. Ça, c'est son originalité. Et donc, ce sont les ouvriers qui sont dans leurs usines ou dans les mines qui vont entreprendre de résister. Ce sont alors, selon la configuration politico-syndicale du département, ça sera plutôt la CGT dans le Haut-Rhin avec l'implantation dans les mines, mais il n'y a pas que la CGT. Hein, au fond du puits, c'est tous les mineurs qui vont être touchés et qui vont participer sans considération d'appartenance à des partis, mais quand même, l'initiative en revient en général aux syndicalistes de la CGTU, enfin de l'ex-CGTU, c'était la CGT de l'époque, enfin il y avait plus de CGT, et au Parti communiste.
Ça, c'est une des caractéristiques, je vais y revenir. La deuxième caractéristique, c'est que, ça c'est très différent du reste de la résistance française, c'est une résistance qui est antifasciste d'abord, et pas patriotique. Donc on ne se bat pas pour le drapeau tricolore, on se bat contre le fascisme. Ensuite, je vais y revenir tout de suite. Ensuite, c'est une résistance qui est non armée, donc c'est pas non plus l'image du résistant français. Et puis c'est une résistance qui est très vite complètement décapitée du fait de la présence permanente des nazis dans la société alsacienne et des mesures répressives qui sont très nombreuses. Bien. Alors, je commencerai peut-être par dire que il faut regarder le contexte d'avant la guerre pour comprendre pourquoi justement cette résistance ouvrière communiste a été une résistance antifasciste. Dès 1933, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir et dès les premières vagues de répression qui visent les communistes puis les juifs, Strasbourg est une plaque tournante du Secours Rouge International pour les réfugiés allemands ou les réfugiés d'autres pays qui fuient le nazisme ou les pogroms. Et donc, il y a à Strasbourg toute une organisation assez clandestine, hein, mais enfin qui existe, qui s'occupe d'accueillir ces personnes réfugiées, enfin, qui essayent de trouver refuge, qui essaient de sauver leur peau, et qui sont dispatchés alors, dans des familles d'accueil, et puis après on leur fait passer, on les emmène dans d'autres lieux, il y a des filières, mais ça c'est organisé depuis 1900, en gros depuis l'avènement d'Hitler. Donc il y a une connaissance à Strasbourg de ce qu'est le fascisme, de ce qu'est l'hitlérisme, de la répression qu'il porte, et il y a déjà des actions antifascistes avant la guerre, avant la déclaration de guerre et avant l'annexion de fait. Ça c'est quelque chose d'important. Il y a aussi à Strasbourg par exemple le siège d'un journal édité en Tchécoslovaquie, je crois à Prague, et qui est destiné aux Allemands, mais qui transite par Strasbourg. Il y a plusieurs journaux comme ça, dont le siège clandestin est à Strasbourg. À partir de Strasbourg, c'est là où il y a les locaux de la CGT, la boulevard de la Victoire, c'est là que ça se trouve à cette époque-là. Il y a des journalistes, des militants qui diffusent la presse vers l'Allemagne. Ça ne touche pas les Alsaciens particulièrement, mais c'est à partir de là que c'est fait. Alors, une caractéristique aussi qu'on va retrouver dans l'organisation de la résistance, c'est que beaucoup de ces militants du Secours Rouge International qui s'occupent de l'accueil des réfugiés sont des femmes. Et les femmes, elles n'accèdent pas vraiment aux fonctions politiques à cette époque-là, elles n'ont d'ailleurs pas encore le droit de vote, mais elles ont une activité quand même. Et cette activité, elle est importante parce qu'elle est concrète, elle est efficace et elle est bien organisée. Et il y a beaucoup de femmes qui sont au Secours Rouge International ou à la Ligue des femmes contre le fascisme, etc. Bon. La guerre est déclarée, le Parti communiste est interdit, ça c'est vrai pour tout le monde, mais ce qui est particulier à l'Alsace, c'est l'évacuation. Alors l'évacuation, c'est-à-dire qu'on on évacue la population, toutes les familles entières, dans une bande de 15 km le long de la frontière allemande. Donc tous les villages et toutes les petites villes ou les grandes villes comme Strasbourg qui étaient situées dans cette zone-là sont évacuées, alors dans des conditions parfois assez épouvantables, mais sont évacuées par train en gros, et sont dirigées vers des départements prévus à l'avance depuis plusieurs années. On se rappelait l'occupation l'annexion de l'Alsace et de la Moselle de 1870 à 1918, et on craignait une nouvelle occupation, et pour protéger les populations, on a décidé de les déplacer. Donc on déplace à Strasbourg, je prends le cas de Strasbourg parce qu'il est emblématique de tout,
on déplace toute la population de Strasbourg en 8 jours, enfin c'est très rapide, et Strasbourg va rester une ville vide pendant près d'un an. Il n'y a plus rien, il y a de l'herbe qui pousse entre les pavés, il n'y a plus des chats et des chiens dans la rue, et les premiers Allemands qui arriveront, ils arriveront en vélo. Strasbourg est complètement vide. Il faut s'imaginer cette ville énorme, vidée de ses habitants. Alors, ces évacués, où vont-ils? Donc, ils vont dans des localités prévues de longtemps à l'avance, qui sont en gros dans le sud-ouest, c'est ce qu'il y a le plus loin du front. Hein. Donc la Dordogne, la Haute-Loire, tous ces départements du côté entre Lyon, on va dire, et le Tarn. Et ils sont accueillis dans des conditions parfois assez précaires, parce qu'il faut les loger, et alors on réquisitionne des maisons, ou des anciennes maisons abandonnées, enfin bref, les Alsaciens, ils n'ont pas le confort qu'ils avaient à Strasbourg, avec le tout à l'égout, etc. Et ils ne sont pas toujours bien accueillis non plus, parce qu'ils parlent alsacien. Et ça, c'est difficile parfois. Parfois, ça se passe très bien, hein, mais c'est parfois difficile. Ils ont une indemnité journalière qui leur permet de survivre, parce qu'ils ont lâché leur emploi, sauf ceux qui étaient des cheminots qui ont été déplacés ici ou là, ou certaines entreprises. Mais dans l'ensemble, ils ont perdu leur repère, en tout cas pour ce qui est du métier. Et puis, il y a l'évacuation, c'est très important, de l'université à Clermont-Ferrand et de l'hôpital civil à Clerville. Donc c'est la Loire, et c'est le Massif central en gros. Et cette évacuation de toute l'université et de toute la Bibliothèque nationale qu'on vient d'inaugurer, là, etc., a été entièrement, enfin, pas mal déménagée, hein, et cachée. Et donc l'université déménage, les écoles normales d'instituteurs déménagent aussi. Alors je dis ça, c'est important parce que quand j'ai dit il y a de la résistance ouvrière, eh bien oui, il n'y aura que des ouvriers, ou à peu près. Parce que l'alliance avec les autres couches de la population, elle ne peut pas se faire, étant donné que l'université ne rentre pas, les écoles normales ne rentrent pas, et un certain nombre d'autres d'ingénieurs, je ne sais pas quoi, ne rentrent pas. Donc la collaboration de classe, si vous voulez, ou interclasse, ne va pas pouvoir s'organiser, ou très peu, en Alsace, du fait de cette évacuation. L'évacuation ne touche pas tout le monde. Alors là, il y a aussi une inégalité dans les situations. Certains, ceux qui sont en dehors des 15 km, ils sont là, et puis ils restent, et l'arrivée des Allemands dès l'arrivée des Allemands, ils connaissent l'annexion de fait. Ceux qui sont évacués, je reviens à eux, sont parfois mis dans des camps. On arrête les leaders de la CGT. On les interne par exemple, à Château-Sablou, en Dordogne. On met Charles Kaiser pour le Haut-Rhin, Albert Herbe. Albert Herbe, lui, c'est un cheminot, il sera dans la Haute-Vienne. Il y a aussi des camps militaires où un bon nombre de militants sont internés par les Français. Hein. C'est par exemple Aschbacher, qui est secrétaire adjoint de l'UD-CGT du Haut-Rhin, qui est interné dans le Tarn. Quand la guerre, puis il y a aussi la dispersion du fait de ceux qui sont, les soldats, ceux qui partent à la guerre. Donc les familles sont très désorganisées, la société est très désorganisée. Quand la guerre est perdue, la question se pose du retour. Est-ce qu'il y aura retour ou pas? Là, les Alsaciens ne sont pas tous informés de ce qui se passe. Il y en a qui pensent que ça sera comme avant, même si les Allemands sont là, parce que le traité, l'armistice ne prévoit pas d'annexion, hein, et surtout pas d'intégration des Alsaciens dans le Reich comme citoyens allemands. Hein. Donc ils discutent, ils hésitent, certains rentrent, d'autres ne rentrent pas.
Ça, c'est un point important aussi parce qu'il y a des militants de premier plan qui ne rentreront pas. Je pense par exemple à Maune, qui est le secrétaire régional de la CGT. Il reste à Saint-Dié, il ne revient pas à Strasbourg. Il y en a d'autres qui rentrent et qui vont être immédiatement surveillés et parfois expulsés. Je pense à Robert Pata dans le Haut-Rhin, c'est un militant de premier plan de la CGT. Il est tout de suite expulsé dès juillet quand les gens commencent à rentrer. Il est expulsé de la même façon. On va arrêter dès juillet les militants du Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, d'une façon générale, je dirais en conclusion, mais je vais déjà l'annoncer, paye beaucoup plus lourd la dette, paye beaucoup plus lourd la facture plutôt de la résistance. Donc Joseph Stella, qui est secrétaire des mineurs, Ernest Stahl, qui est secrétaire des cheminots, Paul Jungblut, qui est instituteur, mais qui était le responsable de la JC à Wittelsheim, Wittelsheim. Tout cela sont soit arrêtés, soit pour Jungblut, il est muté. Il est muté d'office. C'est un des premiers arrêtés et c'est pas encore. Les nouvelles structures allemandes ne sont pas encore tout à fait mises en place. Donc on lui annonce que il va être muté et qu'il doit signer son papier. Il signe son papier. Ceux qui ne signeront pas le papier se dépêcheront de quitter les instituteurs, le département, du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin pour éviter cet enrôlement de force dans l'institution scolaire allemande qui les engage vis-à-vis du Reich, plus ou moins. Enfin, bon. Donc il y a par exemple aussi le jeune Beer, René Beer, qui sera une des premières victimes décapitées des Allemands. Il a quoi, 18 ans, 19 ans, et il est muté à Karlsruhe. Ça va servir après, je vous l'explique. On arrête aussi le député communiste du Front Populaire, Alfred Daul, et le 22 septembre, on arrête Marcel Rosenblatt, secrétaire régional du Parti communiste, qui a la mauvaise idée de rentrer à Strasbourg. On l'attend devant sa porte. Il arrive le 22, il est arrêté le 22 au soir. À l'époque, il habite encore près de la gare. Il a toujours habité là d'ailleurs. Bien, donc il y a des expulsions, il y a des arrestations, il y a des déplacements. Et puis, alors il y en a auxquels on ne touche pas beaucoup dans un premier temps, ce sont les mineurs et ceux qui sont dans des industries qui peuvent être transformées en industries de guerre. Je pense à l'industrie mécanique, etc. Il y en a beaucoup dans le Haut-Rhin, mais il y en a aussi dans le Bas-Rhin. Donc dans un premier temps, on les fait travailler avec des conditions un peu différentes, parce que dans les mines, il n'y a pas d'Allemands. Dans les mines, les Allemands mettent des prisonniers polonais, des prisonniers de guerre et les Français. Ça sera plus facile d'organiser la résistance là qu'à la SACM, c'est-à-dire à la Société alsacienne de construction mécanique. Il y en a deux, il y en a une à Mulhouse, il y en a une à Strasbourg, où là on met des Allemands et qui vont surveiller tout le monde. Donc les Allemands vont s'infiltrer ou être imposés très rapidement à tous les étages de la société, et l'organisation nazie va se répandre avec toutes ces ramifications dont on n'a à peu près pas l'idée, puisque quand vous regardez l'organigramme de ce qui va s'imposer sur la société, c'est complètement hallucinant. Il y en a pour tous les âges, toutes les fonctions, tous les quartiers. Alors vous avez, en fonction de là où vous habitez, eh bien, par groupe de 100 personnes, ils appellent ça un bloc, on va dire un immeuble, et un chef nazi. Au-dessus, il y a une autre section, plus ça monte, etc. Puis après, c'est diversifié. Il faut appartenir à une organisation nazie, c'est obligatoire. Donc c'est soit le parti nazi, mais ça s'attend peu d'Alsaciens, soit d'autres organisations, et celle qui semble la moins compromise ou compromettante pour les Alsaciens, c'est la NSKK. Alors ne me demandez pas de le dire en allemand, je ne peux pas. C'est l'association des conducteurs
ce genre d'automobile club de l'époque. Hein, donc les communistes, quand ils sont vraiment acculés à s'inscrire dans une association nazie, c'est là qu'ils se mettent parce que il ne se passe rien, ça ne les engage à rien, on ne leur demande pas d'action particulière, il n'y a pas de... Bon, voilà. Mais dans les entreprises, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, il y a évidemment le syndicat nazi qui est obligatoire, pour lequel il faut payer, et qui organise très régulièrement, dans les ateliers même, des réunions pendant lesquelles il y a des discours, il y a le salut, il y a etc., etc. Il y a un embrigadement de la jeunesse aussi, qu'on imagine assez mal. Il y en a vraiment à tous les âges, on pousse les jeunes où on les contraint à intégrer des structures nazies. Les frontières se ferment, c'est-à-dire qu'on ne peut plus passer en France, ou très difficilement, et on ne communique plus non plus, parce qu'avec la frontière, il y a la poste qui se ferme. Donc il n'y a plus d'échange possible. Ça, c'est très important parce que les communistes, par exemple, se trouvent complètement coupés du reste de la France. Et il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre aussi qu'ils sont coupés des Allemands, des communistes allemands, qui ont été systématiquement pourchassés et qui n'existent pratiquement plus en tant que tels. Donc les communistes alsaciens se retrouvent complètement isolés, sauf au début, pendant 2 ans, par le passage clandestin du permanent Georges Baudely, qui est cheminot, qui passe grâce à la complicité des cheminots qui cachent, il y a toujours des cachettes dans les trains, ça c'est connu, donc il arrive à passer plusieurs fois et c'est lui qui va organiser les premières cellules de résistance pour tous les 3 départements, hein, Alsace, Moselle, enfin Haut-Rhin-Bas-Rhin et Moselle. Mais voilà, donc il faut bien avoir ça en tête pour comprendre comment les communistes ont réagi et comment ils ont signé le fameux premier tract. Alors je ne sais pas si vous avez, j'espère que vous n'avez pas regardé la télé-TV hier soir, parce que il m'a gentiment demandé s'il pouvait m'interviewer, ça a duré 40 minutes, j'ai dit, je pense, l'essentiel en disant ça c'est important, ça c'est important, c'est important. Il n'est sorti que les choses les plus marginales et anecdotiques, mais enfin bon. Et en particulier, je vous le montrerai tout à l'heure, cette histoire de signature du premier tract. Donc, la résistance va s'organiser précocement. Elle s'organise quasiment dès le retour des Alsaciens, dès la rentrée 40. Et le premier tract, c'est février 41. Donc vous voyez, même par rapport à la résistance communiste dans le reste de la France, c'est bien plus tôt. Alors, ce premier tract donne le ton tout de suite. Je vous le montre. Alors, j'en ai un exemplaire original. C'est un tract bilingue. Il y a l'allemand et le français. Et c'est un appel du Parti communiste d'Alsace-Lorraine à tous ceux qui souffrent de la honte du régime hitlérien et veulent lutter pour la libération de notre pays. Et c'est signé « Vive le Front alsacien-lorrain pour la libération de la honteuse dictature hitlérienne ». Et puis en dessous, il y a une deuxième phrase « Vive l'Alsace-Lorraine libre et indépendante, le Parti communiste d'Alsace-Lorraine ». Alors si on lit les 2 phrases « Vive le Front alsacien-lorrain contre la honteuse dictature hitlérienne », on comprend, on voit bien que c'est dans la lignée de ce qui s'était fait avant et c'est l'option qui a été choisie et qui restera. Et si on ne prend que la dernière, Vive l'Alsace-Lorraine libre et indépendante, etc., ben c'est un tract qui peut paraître autonomiste. Et ça gêne à la libération, 5 ans après, ça va gêner ceux qui distribuent des cartes de résistants. Et les Alsaciens, les communistes alsaciens, on leur dira « Ah non, mais attendez, on ne peut pas vous donner une carte de résistant, parce que là, c'est autonomiste, cette signature, vous avez signé ça, alors est-ce que vous étiez vraiment des résistants ?» Ben oui, ils étaient résistants, mais ils n'étaient pas patriotes au sens du reste de la France. Ça, c'est tout à fait important.
Voilà, donc bien. Alors, cette résistance donc, précoce va prendre des formes diverses que je vais vous énumérer. D'abord, c'est l'organisation sur le lieu de travail, comme je l'ai dit. C'est dans les principaux bastions de la classe ouvrière d'avant-guerre. Alors, c'est quoi? C'est les ateliers de chemin de fer. Ceux-là, ils ont toujours... La CGT était très puissante et le Parti communiste aussi. La SFIO n'y participe pas. Là, la SFIO a été très peu présente dans les actes de résistance en Alsace-Lorraine, un peu dans le Haut-Rhin, mais ici, non. Donc les ateliers de chemin de fer à Bischheim, à Mulhouse, les gares et tout, parce que la résistance s'est développée comme partout en France, hein, le long des voies de chemin de fer. Parce que c'est les cheminots qui distribuaient les tracts, qui les déposaient ou qui aidaient les militants à se déplacer. Il y a les mines de potasse, et puis les autres ateliers de construction mécanique ou les usines d'armement. C'est très important de savoir que même là où il y a le plus d'Allemands nazis et où il y a l'armement le plus moderne, je pense aux usines d'automobiles Matisse qui sont à la Méno, qui sont toujours, enfin c'est plus les automobiles Matisse maintenant, c'est le garage Citroën, vous voyez où c'est? Le garage Citroën, vous voyez à côté du lycée Couffignal. Et bien ça a commencé là, on voit encore la façade arrondie année style 1930 là, et ça allait jusqu'au final. Ça c'était les usines Matisse, c'est vraiment une très très grosse entreprise. Matisse s'en va, les Allemands réquisitionnent, mettent son usine sous séquestre, et même, alors il y avait un bâtiment de 700 mètres de long. Donc il y avait des ateliers extrêmement bien organisés, et derrière, au fond, derrière, près du canal, ils vont construire une usine de réparation de moteurs d'avion et d'études de moteurs d'avion absolument moderne. Je vous invite à aller la visiter. C'est plus une usine, mais on voit encore ces blocs cubiques qui sont très très beaux, hein, c'est de la belle architecture industrielle, et il y aura là la formation d'apprentis de pointe. Et ironie du sort si on veut, mais une grande partie de ceux qui seront les résistants et la génération d'après-guerre, les tout jeunes résistants ou les réfractaires, on va dire, et les cadres de la CGT seront formés là. Il y a Martin, il y a Boer, il y a Spielmann, il y en a vraiment un grand nombre. Donc, comment dire, l'annexion et l'emprise des nazis sur la population, sur les jeunes, c'est aussi contradictoire, hein, parce que ça ne sera pas forcément efficace, comme je viens de vous le dire. Alors, c'est une résistance sans armes, je l'ai dit. Ils ont tenté, elle n'est pas armée parce qu'elle n'a pas de contact avec la France. Et où est-ce qu'ils auraient eu des armes? Alors, ils ont essayé de voler quelques explosifs destinés aux mines de potasse, mais c'est pas du tout la même chose de faire sauter une galerie dans une mine de potasse et puis faire sauter un train avec les... Bon, alors ils n'y sont jamais arrivés et de toute façon, ils ont été pris avant. Donc c'est une résistance totalement sans armes. C'est une résistance sans maquis, puisque vous voulez... la frontière est très très bien gardée, les départements sont très petits. Où est-ce que vous voulez aller vous cacher? On peut y aller partout. Il y avait le club des chiens qui avait fait des chemins partout en plus. Donc tout est facilement accessible. Il n'y a pas le Vercors, il n'y a pas la Garrigue, etc. On n'est pas en Corse. Hein. L'Alsace, c'est, comme m'avait dit Louis XIV, un beau jardin où on peut se promener. Donc ça, c'est pas possible. Et il y a une grande colonisation d'Allemands. Alors, les moyens de résistance, ça va être des sabotages dans les entreprises,
Mais là aussi, les moyens sont assez limités parce que vous pouvez toujours essayer de saboter une machine. D'abord, il faut savoir comment on sabote bien. Bon, alors l'ouvrier qui est sur la machine, il sait. Mais il faut aussi saboter pour qu'on ne soit pas reconnu, parce que si tout de suite on sait que le sabotage il est dû à là, c'est celui-là qui est à ce poste-là, donc c'est beaucoup trop dangereux. Et puis il faut que le sabotage il soit efficace, mais pas dans l'entreprise elle-même, il faut que ça soit... donc c'est très compliqué le sabotage. Les sabotages, ça va être des maladresses d'aiguillage dans les gares. Alors il y a des wagons qui se renversent, ça c'est pas de chance, ça, bah oui. On peut mettre du sable dans des engrenages, on peut, avec des lames de rasoir, ils coupent des lanières, mais sur les bandes de chargement de la potasse, évidemment sur ce qui fait descendre. Il faut faire attention à protéger les ouvriers aussi. Donc il y a quelques sabotages, mais c'est pas toujours très très efficace. Donc il faut en fait inventer des pannes impossibles à identifier. Et ça, pour ça, il faut l'aide souvent des ingénieurs. Alors, l'action la plus facile, c'est quand même la presse. Enfin, théoriquement. Donc, la résistance communiste va imprimer des feuilles, des journaux, ça s'appelle un journal, ça c'est l'humanité, hein, réduite à sa plus simple expression. Ça pose beaucoup de problèmes parce que toutes les Ronéo ont été prises, confisquées par les Allemands, sauf une, qui sont arrivés à cacher. Donc, à Bischheim, ils ont réussi à la cacher, alors il faut la déplacer, c'est comme dans la résistance, hein, on a vu les films, c'est gentil, mais il faut la déplacer, il ne faut pas que ça fasse trop de bruit, et il faut de l'encre, ça ne se trouve pas à l'épicerie, il faut du papier, ça non plus, puis il faut des stencils. Alors, l'organisation se fait quand même, alors il y a des anecdotes assez drôles, par exemple, donc apparemment c'est Georges Vodely, le premier chef de la résistance qui rédige les tracts, et il les fait parvenir, il fait parvenir le texte par Marthe Poltra, qui vit encore, mais donc elle a 16 ans, elle prend son petit vélo, et puis elle va où? Elle va là où il y a la secrétaire, l'ancienne secrétaire de Vodely. C'est où ça? Eh bien c'est à l'aéroport d'Ensheim, qui est un aéroport militaire où il n'y a que des officiers nazis. Elle arrive à taper les stencils là, au milieu au milieu des Allemands à leur nez et à leur barbe. Bon, et puis après, il faut les acheminer, etc. Le papier va être acheminé par ceux qui ont été expulsés d'Alsace et qui se trouvent en Allemagne. Parce que là, ils ne sont pas surveillés. Il y a quelques bizarreries dans l'organisation allemande quand même, qui n'est pas toujours aussi rationnelle qu'on pourrait, non pas l'espérer, mais croire. Donc, ceux qui travaillent en Allemagne, ils peuvent habiter Strasbourg, mais du moment qu'ils travaillent en Allemagne, ils ont le droit de porter un béret, etc., mais ils rapportent du papier. Donc bon. Il y a même une Ronéo qui arrive entièrement par pièces détachées d'Allemagne, semaine après semaine. C'est René Beer qui met ça. Il n'est pas fouillé, bien qu'il ait été très surveillé par les Allemands, il n'est pas fouillé. Donc les tracts sont imprimés, et puis après il faut soit les vendre, soit les distribuer. Alors là aussi c'est compliqué, voilà, il y a aussi des petits papillons comme ça. Alors celui-là il est bilingue aussi, donc c'est un des premiers. Alors vous voyez qu'il y a une pénurie de papier, vraiment. Alors ils punaisent ça la nuit sur les arbres, ou ils mettent ça sur les bancs publics, ou bien une autre fois, pour faire passer ça en Moselle, ils achètent une couronne mortuaire. À l'époque, c'était des grands machins comme ça, en métal creux. Alors ils bourrent le tube avec les tracts, ils mettent des fleurs dessus, et puis en bordeuil avec des voilettes, ils
ils arrivent à Metz ou je sais pas où, enfin bon, ça c'est des anecdotes, mais c'est quand même très difficile, il ne faut pas se faire prendre, il ne faut pas se faire dénoncer. À Strasbourg, enfin à Bischheim, celui qui transporte la Renéo est vu par un voisin. Il a beau dire que c'était un sac de pommes de terre, il est pris et il est emmené rue du Fil, et plutôt que de dénoncer, de risquer de dénoncer ou de risquer de parler, il se suicide. Il a 3 enfants, enfin, c'est vraiment une tragédie. C'est Louis Kieffer. Voilà, donc il y a des distributions qui s'organisent sous le manteau, au fond des mines ou dans les ateliers de Bischheim. Plus le papier devient rare, plus ça va être petit. Alors là, j'ai pas de... Après, ça sera des petits morceaux juste grands comme ça. Hein, Alors, il y a aussi une espèce d'entraide morale, et c'est ce qui a intéressé le journaliste hier soir. Les familles de militants, pour s'informer, se donner des informations, pour discuter aussi, organisent des pique-niques. À Erstein, par exemple, il y a souvent des pique-niques. Alors, tout le monde est là en famille, et puis à un moment donné, il y en a qui vont vers un peu dans la forêt et qui discutent et qui échangent des papiers, etc. On chante aussi. Ça a beaucoup étonné le journaliste, parce que c'est bien dans la tradition révolutionnaire. Après tout, il y a eu dans d'autres circonstances, il y a des chants qu'on respecte beaucoup, le chant des partisans, des choses comme ça. Et bien, il y a un peu cette forme-là aussi en Alsace. On chante des chansons révolutionnaires, des chansons antifascistes, des chansons de solidarité. Et ça fait du baume, ça donne du baume au cœur. Et voilà. Et je pense que cette solidarité morale n'est pas négligeable. Il y a des passeurs aussi, il y a un réseau assez compliqué, mais assez bien fait, et celui-là assez clandestin, bien organisé, pour faire passer aux évadés, d'abord le prisonnier de guerre évadé, faire passer la frontière dans la vallée de la Bruche, et puis plus tard faire s'évader ceux qui tâchent d'échapper à l'enrôlement de force. Mais enfin, les dénonciations existent toujours, et il y a bien des fois où les militants sont obligés de se cacher ou de s'enfuir. Ils n'ont jamais su comment leur adresse était donnée, c'est-à-dire comment la circulation de l'information se faisait au niveau de ceux qui cherchaient à s'évader, qu'ils étaient des vrais réfractaires ou des policiers ou des nazis déguisés qui ont essayé de faire tomber le réseau. Mais il y a ça aussi, ça a empêché qu'après on parle tellement de la résistance, c'est qu'ils étaient habitués à se taire, ils étaient habitués au secret, et ils n'ont jamais dit ce qu'ils avaient fait après, ni comment. Alors, il y a quelques actions symboliques au début, de la jeunesse, des jeunes qui organisent, par exemple, à Thann, ils détruisent Lucien Hugel, qui après sera un grand syndicaliste. Il a 18 ans, il casse tout. Bon, ils sont emprisonnés. Au début, les peines ne sont pas trop fortes. Et puis après, ça va aller de pire en pire. Et il y aura non seulement l'emprisonnement, mais pour certains, des représailles. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, la répression. La répression, elle va aller s'amplifiant en direction des militants syndicaux et politiques de façon systématique à partir de, on va dire 41, mais surtout à partir de 42. À partir d'avril-mai 42, la Gestapo va pratiquer des rafles qui vont anéantir à peu près tous les réseaux communistes. Alors ces rafles, elles commencent dans le Haut-Rhin, et il y a tout le temps, ça commence dans le Haut-Rhin, ça continue dans le Bas-Rhin, ça reprend dans le Haut-Rhin, etc. On arrête d'abord les mineurs, et puis les cheminots, et puis
puis de nouveau les cheminots dans le Bas-Rhin, etc., etc. Alors, on a arrêté des militants connus. Les militants connus, ils étaient connus déjà à l'avant-guerre, et on n'avait pas besoin, les Allemands ne se sont pas souciés de prouver quoi que ce soit quant à leur responsabilité dans des actes de résistance. Ils les ont arrêtés, point. Il y en a d'autres qui étaient moins connus et qui ont été arrêtés aussi. Et ça a jeté sur eux, parce que comme les vagues étaient très nombreuses, ils ont tous été arrêtés. Je ne les ai pas là. J'ai oublié J'ai oublié un morceau de document, c'est dommage. Dans ma hâte à venir. Bon. Alors, je vais en parler, c'est pareil. Les Allemands, non, les Français, avant le Front populaire, s'étaient mis à la préfecture, enfin la police française, s'était mise à surveiller de très près ce qu'ils appelaient le groupe socialo-communiste. Et la préfecture avait établi pour tous les départements alsaciens, mais je pense que c'était vrai aussi dans les autres départements où ça a eu moins de conséquences, avait établi un organigramme extraordinairement complet de tout ce qu'il y avait comme responsables syndicaux avec leurs fonctions, leur date de naissance, leur profession, leur mariage, leur adresse. Et on a donc une vue, heureusement qu'on a ça parce que la CGT l'a complètement perdu, les communistes aussi puisque leurs archives ont été détruites. Donc il y avait des liasses et des liasses de noms constamment remises à jour. Les premières qu'on a retrouvées c'est 1934, et il y a eu 38 et il y a eu 39. Donc on a des listes très complètes des militants bien classés, le nom de toutes les cellules communistes du Bas-Rhin, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y en avait eu tant avant-guerre, avec le nombre de militants et puis le secrétaire de cellules, etc. Donc ces listes, elles existent, elles ne sont évidemment pas connues du public, c'est les renseignements, ça ne s'appelle pas encore les renseignements généraux, mais ça s'appelle le bureau spécial, le commissariat spécial, et elles sont transmises au préfet. Quand les Allemands arrivent, ils mettent la main dessus, ils les traduisent. Et en 1942, ils ont leurs fiches, elles sont parfaitement à jour, les gens n'ont pas déménagé, enfin ceux qui sont rentrés, ils sont tous là, et on les arrête. Donc ceux qui ont pu penser qu'ils avaient été dénoncés par un camarade, c'est possible que le camarade ait parlé, j'en sais rien, mais il n'avait même pas besoin, c'était une torture qui était vraiment gratuite et sadique, parce que les listes étaient là. Ils n'avaient pas besoin de faire parler les gens, ils avaient tous les noms et toutes les adresses. Et donc, avant le 25 août, qui est la date à laquelle les Alsaciens sont intégrés dans le Reich, avant cette date-là, l'institution nazie s'organise pour coffrer, pour mettre à l'abri, enfin emprisonner tous les militants en vue d'avant la guerre et les militants pris en flagrant délit de résistance, d'acte de résistance. Donc le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont touchés. Ces militants sont d'abord conduits en général rue du Fil, la prison de Strasbourg, et puis après ils sont emmenés au camp de Schirmeck. Alors qu'est-ce que c'est que le camp de Schirmeck? C'est un camp qui s'appelle j'y arrive pas. Je ne peux pas parler allemand, j'ai un problème avec l'allemand. Sicherungslager, c'est ça, hein? Un camp de sécurité. Alors c'est difficile à traduire en français et il y a eu beaucoup d'hésitation. On a parlé un camp de sécurité, un camp de... On a parlé aussi, on a été jusqu'à prononcer le mot de camp de concentration. C'est vrai et c'est pas vrai. Enfin bon, c'est un camp dans lequel sont enfermés tous les opposants au régime. Et ça va du délit le plus anodin, on va dire, comme le port du béret ou le refus d'avoir francisé le prénom de son dernier-né,
jusqu'à des accusations beaucoup plus graves. Donc dans ces camps, il y a pas mal de baraques qui ont toutes été détruites après-guerre, hein, on n'a pas voulu en garder le souvenir. Il y a un bunker aussi qui est une cave, un abri souterrain, sans lumière, dans lequel on maintient à plusieurs reprises, pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les récalcitrants les plus en vue, ben, ça sera Keim, Herm, Bodley, etc. Les militants qui avaient les plus hautes fonctions dans l'organisation. Et puis il y a des baraques spécialement réservées aux communistes qui ont un uniforme rayé jaune et blanc qui les fait voir de loin, et ceux-là, ils sont à part et c'est ceux qui resteront le plus longtemps. Entre l'internement au camp de Schirmeck et le procès, il peut s'écouler, le procès auquel théoriquement les prisonniers ont droit, il peut s'écouler plusieurs mois. Parfois le procès, il n'y en a même pas. Hein. La condamnation est prononcée, mais en général il y a eu quand même plusieurs procès, mais pas tout de suite. Donc ceux qui ont été internés à partir on va dire, de fin du printemps 42 ne passeront au tribunal qu'en 43. Et là, les chefs d'accusation qui vont être retenus contre eux, c'est essentiellement l'accusation de traître. Ce sont des traîtres. Alors, il y a 3 degrés dans la traîtrise. La grande, la petite, la grande, la moyenne traîtrise. Et en fonction de ça, la condamnation sera plus ou moins forte. Donc, ces procès, dans un premier temps, sont très médiatisés dans ce qui a été la suite des dernières nouvelles de Strasbourg et qui s'appelle le Strasburger Neueste Nachrichten. J'ai dit. Et tous les jours, il y a des articles, soit de Morer, soit de Schall, qui sont des collaborateurs ou des Allemands, qui dénoncent les traîtres qui ont essayé de porter atteinte au régime et qui vont être punis. Tous les jours, les titres des journaux, c'est Gegen Kommunismus, Gegen Bolchevismus, Gegen... Enfin bon, c'est contre... Tous les jours. C'est très frappant de regarder la presse de l'époque. Alors, le deuxième chef d'accusation qui peut être retenu contre eux, c'est la participation à la construction d'un réseau communiste depuis 1941. Et puis le troisième, c'est l'aide à la désertion et au passage de frontières. L'aide à la désertion, et ça peut être aussi l'aide aux prisonniers. Quelqu'un qui donne à manger à un prisonnier ou qui le soulage d'une façon ou d'une autre peut être traîné devant le tribunal, enfin à Schirmeck puis au tribunal. Il n'y a évidemment pas de défenseur, les preuves ne sont pas nécessaires, il y a donc un climat de véritable terreur judiciaire. Et alors le tribunal, il y a 2 tribunaux, le Sondergericht et le Volksgerichtshof, dont l'un est itinérant, hein, et qui se présente dans toute l'Allemagne pour juger justement les cas considérés comme les plus graves d'atteinte à la sûreté de l'État nazi. Le tribunal va prendre soin de faire des exemples et de ne pas condamner des individus isolés, mais des groupes. Alors c'est vrai pour la résistance communiste, c'est vrai aussi par exemple pour les jeunes du Ballersdorf, c'est vrai pour le réseau Adam, c'est vrai pour le réseau Mengus. Hein. Donc ce ne sont pas seulement des individus qui sont visés et condamnés à mort, mais ce sont tous des groupes. On veut faire des exemples et partout dans la presse, c'est annoncé. Donc le 23 janvier 1943, les 4 premières condamnations à mort sont prononcées. Il s'agit de René Beer, cheminot, 20 ans, de Régisheim, c'est le Haut-Rhin qui va être le plus visé. Eugène Beuglin, 30 ans, instituteur. Adolphe Murbach, 40 ans, ouvrier, c'est le plus vieux. Et Auguste Sontag, 27 ans, instituteur aussi à Winsenheim. Et puis, au cours de la même séance, il y a d'autres peines qui sont prononcées contre des militants, des peines de condamnation ou de travaux forcés d'une dizaine d'années en général.
Le lendemain, les pasteurs chrétiens sont condamnés à mort. Vous voyez que le régime s'en prend surtout aux jeunes. 2 jours plus tard, le 26 janvier 1943, c'est le procès de Léonard Keim, d'Albert Herbe. Donc Keim, c'était un responsable communiste et Albert Herbe était un responsable syndical. Keim avait 47 ans, Herbe 37, et ils sont condamnés à la réclusion à vie. D'autres cheminots sont condamnés à des peines de prison plus légères. Donc toutes ces condamnations, elles ont lieu avant Stalingrad. Avant Stalingrad. Le 13 février, les 18 jeunes réfractaires du Ballersdorf, qui avaient refusé de partir, sont condamnés aussi. Ils vont être exécutés bientôt. Le 19 mars, de nouvelles condamnations à mort, celle d'Édouard Schwartz, cheminot, de René Kern, ouvrier à Morschwiller, de Marcel Stoessel, grutier à Dornach, et d'Alphonse Kunz, cheminot à Mulhouse. Donc, vous voyez que ça déferle très vite et les condamnations sont importantes. Le 2 avril 1943, juste un peu après, Georges Vaudely est torturé à mort dans les locaux de la Gestapo de Strasbourg. Alors Georges Vaudely avait été arrêté par le gouvernement de Vichy et livré à la Gestapo. Il avait été enfermé à Schirmeck, où il y avait eu d'ailleurs un moment, paraît-il, tout à fait émouvant dans le camp, parce qu'il était abominablement torturé et il a été montré au moment de l'appel du matin au milieu du camp, et l'ensemble des prisonniers du camp lui a fait une ovation silencieuse, enfin une ovation, mais une minute de silence. Il paraît que même les gardiens ont été un peu épouvantés. Donc, Georges Vaudely est assassiné. Donc je rappelle que le siège de la Gestapo, c'est le palais, le palais des fêtes. Hein. L'actuel palais des fêtes, c'était déjà le palais des fêtes avant, si on disait. Mais c'était là le siège de la Gestapo. Et tout le quartier était un quartier dans lequel beaucoup de caves ont servi à des tortures. En juin 1943, il y a d'autres condamnations à mort aussi. Bien. Ce qu'on doit souligner dans ces procès et ces condamnations, c'est que pour ce qui est des ouvriers communistes, ils sont tous exécutés. Alors les jeunes du Ballersdorf aussi, mais il y a un certain nombre de résistants, des vrais résistants, hein, je ne mets pas du tout en cause leur honneur ou leur honnêteté, mais pour un certain nombre, le gouvernement de Vichy a accepté de faire des démarches pour que leur peine la condamnation à mort soit commuée en réclusion perpétuelle. Ça a marché pour certains d'entre eux, pas pour tous. Mais pour les communistes, pour aucun, ça n'a marché. Personne n'a fait de démarche pour qu'ils soient graciés ou que ça soit commué. Voilà. Et donc les communistes ont pu compter sur aucun de ces appuis. Aucun n'a échappé. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que la résistance communiste est décapitée et qu'elle ne peut plus faire grand-chose. Alors ils vont continuer à publier, à éditer, imprimer un certain nombre de feuilles volantes. Je les ai là. Plus ou moins lisibles, bon, ben ça c'était les conditions de l'époque. Et par contre, il va se développer une nouvelle forme de ce qu'on peut aussi appeler de la résistance, c'est la solidarité. À partir du moment où il y a 300 communistes qui sont arrêtés, j'ai essayé de faire une liste là avec les noms de ceux dont on sait qu'ils ont été arrêtés, mais elle n'est pas complète, hein. Et ben, ça fait 5 pages. Hein. La résistance va être l'organisation de la solidarité pour les familles
victimes du nazisme par la déportation d'un des leurs ou par l'arrestation d'un des leurs. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est passé totalement inaperçu dans toutes les histoires de résistance, que ce soit en Alsace ou ailleurs d'ailleurs, parce que ce sont souvent les femmes qui l'ont organisé. Là, c'est les femmes très discrètement ont organisé des collectes d'argent, de la distribution de vivres, de l'aide aux enfants, etc. Et elles n'ont rien dit. Et après la guerre, elles n'ont rien dit non plus. Donc elles sont restées les invisibles, pour moi, les invisibles de la résistance. Et quand on en interroge certaines qui sont encore vivantes, quand on peut en interroger, elles ont dit mais c'était normal, j'ai rien fait, hein, c'était normal. Pour elles, c'était normal, la solidarité. Voilà. Alors, il y a une autre forme d'action qui va être relais dans l'armée allemande et évidemment dirigée sur les endroits les plus dangereux, c'est-à-dire le front russe. Hein, d'où le très grand nombre d'Alsaciens qui seront prisonniers des Russes. C'est difficile d'appeler à la désertion parce que les Alsaciens sont mélangés à des Allemands et c'est difficile de trouver l'occasion de jeter son fusil, de déserter, etc. Et c'est d'autant plus difficile que même sur le front russe, les Alsaciens, ils ont l'uniforme allemand et les Russes, enfin les Soviétiques, ils ne sont pas outillés pour faire la différence entre un Allemand et un Alsacien. Donc on a un certain nombre de récits d'Alsaciens qui disent avoir essayé à plusieurs reprises de s'évader de l'armée allemande, d'avoir renoncé au dernier moment parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Et bon, il y en a qui ont réussi finalement, comme Spielmann ou de la Veille de la Bruche, mais il y en a qui ne sont pas arrivés. Et il y a un récit qui est tout à fait extraordinaire, c'était celui de Léon Ayer, c'est dommage, il est mort il y a peu de temps, et donc il est enrôlé dans l'armée allemande, il est tout jeune, hein, et il cherche à s'évader. Les circonstances s'y prêtent. À un moment donné, le camion dans lequel il est saute sur une mine posée par des partisans en Russie. Et lui, il a la chance d'être à l'arrière du camion, il saute, il atterrit dans le fossé. À peu près tous les Allemands sont tués, sauf lui. Et les partisans arrivent et sont prêts à lui loger une balle dans la tête, comme ils le font pour tous les Allemands. Hein. Et à ce moment-là, il dit en allemand, mais je suis pas allemand, je suis français, etc. Et il se trouve que parmi les partisans, il y a un médecin juif polonais qui comprend l'allemand et qui dit aux autres arrêtez, il dit quelque chose, il faut qu'on l'écoute. Et c'est comme ça qu'il a la vie sauve et qu'il est accepté parmi les partisans. Mais c'est très rare, les Alsaciens qui ont pu rejoindre les partisans, c'est très très rare. Donc les Alsaciens, ils ont plutôt été, quand ils se sont évadés, ils ont été faits prisonniers par les Russes, qui les ont mis dans le camp où ils mettaient ce genre de prisonniers, c'est-à-dire Tambov, surtout vers la fin de la guerre. Et comme Tambov était dans une zone où les Allemands avaient pratiqué la politique de la terre brûlée, c'était des conditions de vie de camp pas très très agréables. Bon, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, voilà. Il y a dans ce camp de Tambov certains communistes qui auraient aimé et qui ont fait la demande, c'est remonté jusqu'à la résistance gaulliste, hein, la création d'un bataillon qui aurait été l'équivalent de Normandie-Niemen, c'est-à-dire un bataillon d'Alsaciens qui aurait été enrôlé dans l'armée soviétique et qui aurait combattu les Allemands. De Gaulle n'a pas voulu. Donc ça n'a pas été possible. Et puis il y aura tout l'épisode de ce retour. Alors d'abord le dernier hiver qui est terrible à Tambov, et le retour de Tambov par l'Iran, par Thessalonique, par l'Algérie, par l'Italie, etc. Comme disait Hoffmann, j'ai changé 5 fois d'uniforme.
anglais, canadien, français, enfin, etc. Et ça sera tout à fait dramatique parce que tous les prisonniers ne sont pas libérés en même temps. Il y a d'abord un contingent de 1500, les plus valides, en gros les derniers arrivés, hein, ceux qui étaient encore en état de marché, qui vont être libérés, puis après ça s'arrête, et ça s'arrête assez durablement. Le deuxième contingent, ça sera beaucoup plus tard. Et la libération complète du camp de Tambov sera bien plus tardive encore. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai assez parlé, je vais répondre à vos questions tout à l'heure. Donc la résistance alsacienne, la résistance ouvrière, elle a été réelle, elle a débuté très tôt, elle s'est organisée selon ses traditions de lutte sociale et a réussi à maintenir une certaine pérennité quand d'autres réseaux de résistance alsaciens qui n'étaient pas communistes tombaient définitivement sous les coups de la répression. Dans la durée, c'est quand même apparemment les communistes qui ont été les plus nombreux. Les méthodes d'action, donc j'en ai parlé, ont été plus des méthodes de sabotage et de discours politique que, à la différence d'autres mouvements de résistance qui s'organisaient sur le renseignement. Beaucoup de résistants alsaciens non communistes ont fait du renseignement, mais parce qu'eux, ils avaient le contact avec Londres ou avec la France, ce que n'avaient pas les communistes. Le Haut-Rhin, le plus ouvrier des deux départements, a été plus efficace, mais c'est aussi celui qui a payé le prix le plus fort. Et le Bas-Rhin a inquiété les nazis par sa capacité à produire ça, à produire les journaux clandestins. C'était une vraie hantise des nazis que cette presse, qui pourtant était réduite à vraiment une portion très congrue, hein, mais ça les a inquiétés beaucoup. Alors, après la guerre, des cérémonies émouvantes, ça aussi c'est un trait particulier à l'Alsace, je conclurai mais j'insisterai là-dessus. Des cérémonies émouvantes ont été organisées, mais on n'a pas pu faire le bilan. On n'a pas pu compter ces morts parce qu'on ne savait pas toujours comment ils avaient disparu. Le nombre de militants, le nombre de déserteurs par exemple, le nombre d'Alsaciens qui ont disparu, est-ce qu'ils étaient déserteurs? S'ils étaient déserteurs, par qui ont été tués? On n'en sait rien. Hein, ils ont pu être tués par les Allemands, ils ont pu être tués par les Soviétiques. Donc on ne savait pas comment il avait disparu. Et puis, surtout, il y a eu ce que j'appelais un déficit d'image héroïque. On n'a aucune photo d'Alsaciens résistant à la fleur au fusil. Si vous regardez tout ce qui s'est écrit et tout ce qui fait la première de couverture de beaucoup de livres sur la résistance, ben c'est un groupe de résistants qui est là, bien armé, avec le sourire, mais avec les armes. Hein. Les Alsaciens, non. Ils n'avaient aucune image à montrer. Et en plus, une autre anecdote par exemple. Le ministère de l'armée, contemporain, a décidé de faire un dictionnaire des fusiliers, de financer ce qu'on fait pour le métron, mais en direction des fusiliers. Et ça a dit de soi pour l'armée que c'était les fusiliers sur le territoire français. Alors la question a été posée de dire, ben oui, mais pour les Alsaciens, ceux qui ont été fusillés à Strasbourg, ou à Kehl, ou à Stuttgart, les Beer, etc., les Alsaciens que je vous ai cités, ils n'ont pas été fusillés, ils ont été décapités. On les a emmenés à Stuttgart parce qu'il n'y avait pas beaucoup de guillotines en Allemagne. Il fallait trouver encore une prison avec une guillotine. Et donc ils ont été décapités à Stuttgart. Ah ben ça ne compte pas. Ah non, ça c'est pas possible parce que vous devez faire un dictionnaire des fusillés en France. Et il a fallu que Léon Strauss, qui a pris en charge tout ce travail de récapitulation, etc., dise, bon bah, écoutez, si c'est comme ça, je ne travaille pas. Je ne vous fais pas ce dictionnaire, vous n'aurez rien sur les Alsaciens. Moi, je ne le fais pas. Et il a fallu, mais ça n'a pas été évident du tout pour le ministre
de l'armée, je ne sais plus lequel c'était, parce que c'était il y a quelques années que ça a commencé. Ça devait être sous Sarkozy ou peut-être sous, je sais pas. Mais il a fallu des mois pour leur faire comprendre qu'un Alsacien comme Beer, qui avait 20 ans et qui a été décapité à Stuttgart, il a le droit d'être dans le dictionnaire des fusillés, déportés, etc. Enfin, il n'y a pas que des fusillés. Ça, c'est une incompréhension de tous les départements, de la France en général, sur la situation qu'avaient connue les Alsaciens pendant toute cette guerre. Et c'est 70 ans après. Hein. Donc, ça n'a pas toujours avancé. Alors après, deux événements aussi ont été exploités politiquement de façon très habile par les adversaires des communistes. C'est le procès de Radour, qui commence en 1952 et qui doit juger les auteurs du massacre de Radour, parmi lesquels il y a des Alsaciens. Et chose tout à fait extraordinaire, les Allemands, qui étaient les officiers responsables de l'ordre du massacre, ils sont détenus par les Américains et les Américains refusent de les acheminer sur Bordeaux. C'est ça. Donc on va juger que les Alsaciens. Et ça traumatise évidemment toute la population alsacienne et ça traumatise les communistes eux-mêmes parce que la direction nationale dit qu'il faut que le procès ait lieu parce que c'est vrai que toute la région de Radour était extrêmement rouge, on va dire, et donc il y avait une forte demande des communistes qui avaient été persécutés dans toute la région pour qu'un procès contre les bourreaux ait lieu. Et puis, il y avait d'un autre côté les Alsaciens qui disaient « mais nous, on était des enrôlés de force, j'en étais un, et je sais ce que ça veut dire. » Bon. Et puis, voilà. Donc, il y a ce procès de Radour, et puis la fameuse incertitude sur le sort des prisonniers de Tambov. Et là, il faut dire que la droite a été extrêmement habile, parce qu'elle a réussi à retourner complètement la situation, alors que les Alsaciens qui étaient à Tambov étaient des prisonniers allemands victimes du nazisme, puisqu'ils avaient été enrôlés par les nazis. On est arrivé à en faire des victimes des soviétiques, puisque le camp était... Oh bah si, quand même, pour beaucoup. Le camp, il n'était pas un camp... c'était un camp de prisonniers extrêmement... C'est vrai que les conditions de vie y étaient épouvantables, et elles étaient partout difficiles en Russie, de cette région, à cette époque-là. Donc il y a eu une grande période de silence, et il y a eu des lacunes, et puis il y a eu tardivement la prise de connaissance de ces archives allemandes qui avaient été embarquées de Strasbourg à Berlin, puis de Berlin à Moscou, quand Berlin est tombé, et qui n'ont été rendues publiques parce que c'était, je pense pas du tout que ça a été volontaire. Enfin bon, on pourra demander à Claude Pelletier comment il les a eus, qui ont été rendus publics très très tardivement. Ça fait juste une dizaine d'années qu'on connaît ça. Et il faut dire aussi que, donc, maintenant qu'on sait que les listes étaient là, que les Allemands n'avaient pas besoin de dénonciation pour arrêter les gens, ça peut un peu soulager les consciences et la suspicion. Voilà. Alors, je ne sais pas si on trouvera encore d'autres documents, mais je pense qu'on peut analyser les choses un peu plus sereinement et prendre hommage aussi à ceux qui avaient, au péril de leur vie bien souvent, su résister à l'oppression nazie.